peut-être maintenant accueillir Ah bien oui, hein. Elisabeth elle-même qui nous parlera justement de son cheminement, de ce qu'elle a vécu. On n'a rien préparé, hein, Elisabeth et moi, vraiment. Ça sera une conversation à bâton rompu. Donc, on connaît maintenant trop bien ton histoire. Elisabeth, c'est 3 semaines de coma. C'est 2 univers, c'est 2 espaces, c'est 2 temps. Le temps d'ici, si je puis dire, on est bien d'accord, 2023, enfin 2021 en l'occurrence, et toi, tu pars dans ce coma. Tu m'as dit d'emblée, à travers des petites conversations de couloir, si je puis dire, que ce n'est pas une expérience proche de la mort. Et là, tu veux déjà bien faire la distinction. Tu n'as pas vu ce fameux tunnel noir avec cette clarté et cette entité qui va t'accueillir. C'est pas ça. Non, bonsoir à tous, oui, tout d'abord, bonsoir. Tout d'abord, non, la grande faucheuse, le tunnel, la lumière, peut-être que certaines personnes l'ont vu. Moi, ce n'était pas du tout ça. Je ne me suis déjà pas rendu compte d'être tombée, donc je ne me suis pas rendu compte du changement de monde. Tu te souviens d'avant la chute, Elisabeth? Oui, je me souviens de 10 minutes avant la chute. J'étais au restaurant avec des amis sur une petite placette à Venise. Et puis, je me suis levée pour retourner à l'appartement. Et puis, plus rien. Plus rien dans ce monde-ci. Mais tellement de l'autre côté. Alors, l'autre côté, on parle souvent d'énergie. Parce qu'en toute conscience, maintenant, je sais très bien que je n'étais pas là-bas de corps. Mais pas physiquement présente, mais j'ai eu vraiment l'impression de vivre 1 an en 3 semaines et une année comblée, comme l'a dit Nathalie, de choses complètement cohérentes par rapport à moi-même. Oui, j'étais appelée au Ballet de Flandre pour un stage pédagogique, je créais une chorégraphie, j'ai repris une chorégraphie d'un chorégraphe sur les demandes du ballet. Bon, c'est des choses qui peuvent m'arriver dans mon quotidien. Et puis ces voyages dans les villes d'eau en costume d'époque, ben voilà, voyage que je fais régulièrement avec Cathy notamment qui est là. Et la maquilleuse, non? Coiffeuse. Mais bien plus que ça, c'est ma sœur d'âme. Nous sommes nés le même jour, la même année. Là aussi, si on parle de chiffres, il n'y a pas de hasard. Et donc, voilà, tout ce que j'ai vécu était non seulement cohérent par rapport à ma vie, mais en plus de ça, tous les gens que j'ai rencontrés durant mon coma, dans ces histoires parallèles, ce sont des gens que je connais ou que je ne connaissais pas, dont notamment les infirmiers, que tu as reconnu, qui m'ont soigné aux soins intensifs quand je suis revenu à moi-même à tourner, et ils étaient dans mon rêve, enfin dans mon rêve, je n'aime pas dire rêve, Nathalie le sait très très bien, ils étaient dans cette autre vie, ces gens que je n'avais jamais vus faisaient partie de cette autre vie. Le seul séquelle que j'ai à l'heure actuelle, c'est l'odorat. Je n'ai presque plus d'odorat depuis mon accident, et je pense vraiment que c'est le moindre des séquelles que j'aurais pu avoir, parce que pour tous les médecins, je suis complètement une miraculée, et ce miracle, je ne sais pas d'où il vient, on en parlera après, du miracle, et donc, moi, c'était tellement fort, tellement vrai, mais tellement paisible aussi, c'était tellement paisible ce que j'ai vécu durant ces 3 semaines qui étaient une année, que je n'avais pas envie de le quitter. Je veux dire, quand on est dans un état de bien-être à ce point, très riche, très multiple, où on travaille, où on avance, où on évolue, c'est un univers qu'on n'a pas envie de quitter. Et comme le dit très bien Nathalie dans le livre et dans le spectacle, j'ai ouvert mes yeux ici à tourner en entendant la voix de mon fils, et comme pour tout le monde, c'était la fin d'une guerre, parce que tout d'un coup j'ouvrais les yeux, et moi, comme le dit Nathalie, j'ouvrais simplement les yeux. Et là, Jean-Luc, tu as parlé de curseur, effectivement, c'est là où le curseur a été très très compliqué, et c'est un rééquilibrage qu'on continue à faire, on travaille beaucoup ensemble, énormément d'amour, on a une chance incroyable. Nathalie, tu parles souvent, justement, et ça se retrouve dans le spectacle, de ce récital avec, ce spectacle avec Luc Petit et l'hologramme. Tu en parles un petit peu? Oui, l'hologramme, oui. Donc tu dois préparer... Luc Petit, ça. C'est pas Luc Petit, ça? Non, c'est au Ballet de Flandre, mais ce n'est pas avec Luc Petit. En fait, l'hologramme, donc c'est un spectacle que je devais remonter d'un chorégraphe indien que je ne connaissais pas.
et je devais chorégraphier un corps de ballet habillé en lambeaux noirs qui se trouvait en dessous d'un effet technique qui était une tête en hologramme, une tête ethnique mais sans racines. Et en fait cette tête apparaissait de coulisses, ouvrait la bouche, refermait la bouche, re-rentrait, et comme ça en permanence, et cette tête grandissait de plus en plus, la bouche de plus en plus grande, jusqu'à devenir menaçante, et moi je devais juste mettre en place le corps de ballet qui se trouvait en dessous de cette tête. Mais de l'autre côté, il y avait un danseur en blanc, alors oui, c'était peut-être la lumière de ce fameux tunnel, il y avait en tout cas un danseur en blanc que je ne devais pas m'occuper, je ne devais pas travailler avec lui, je ne le voyais même pas, je ne sais même pas qui il était. Durant mon coma, cette aventure m'a paru étrange. Ça fait longtemps que dans mes spectacles, je veux mettre de l'hologramme en plus dans les spectacles parce que je trouve que ça peut remplacer les décors. C'est une sensation de 3D, de vie aussi. Un hologramme, c'est vivant. Et donc, voilà, moi, à ce moment-là, quand je suis revenue à moi et que je me rappelais de tout, des moindres odeurs, je vous parlais de l'odorat parce que j'ai encore les odeurs de mon coma dans le nez très très fort, les odeurs des embruns ostantes, des odeurs très 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 concrètes, très fortes. La musique aussi de ce spectacle, je ne suis pas musicienne malheureusement, je ne saurais pas vous la rejouer, mais j'ai cette musique dans la tête encore maintenant, et donc musique que je n'ai jamais entendue, qui ne vient jamais de nulle part. Et après mon réveil, je me dis, tiens, c'est vrai, tout ce que j'ai vécu, parce que je l'avais vraiment pensé que j'avais vécu tout ça, tout ce que j'ai vécu, oui, c'était logique ou cohérent, sauf ce spectacle que je devais remonter, spectacle qui ne me faisait écho à rien. Et je crois, une semaine après mon retour, j'ai rêvé de nouveau de ce spectacle, de cette tête. Et là, je me suis réveillée en sueur, et là, j'ai eu peur. Et là, seulement à ce moment-là, je me suis dit, ah, mais c'était la mort en fait. Ça, c'était la mort qui m'appelait. Et le danseur en blanc de l'autre côté, c'était moi. Et je ne m'en rendais pas compte. Alors oui, symboliquement, David et Goliath, on en parle dans le livre aussi. Mais là, je me suis vraiment réveillée en sueur. J'ai dit, ah non, plus jamais, plus jamais, plus jamais, je veux rêver de ça. Non, 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 plus jamais. Et ça, cette tête, je touche du bois, je n'y ai plus jamais rêvé. Mais voilà. Donc pour moi, la mort, c'était plus cela. Mais après déduction, parce qu'au moment même, quand je remettais en place ce spectacle, je n'avais aucune conscience de ce que c'était. Est-ce que ta perception... C'est par rapport à ce spectacle que tu as remonté, je t'avais demandé si tu avais souvenir d'un titre, et tu m'avais dit non, c'était un nom que j'arrivais jamais à redire. Et donc moi j'ai remis un mot sur ce spectacle, un titre, c'est la seule chose qui est inventée dans le livre, parce que voilà, je l'appelle Yatra, et en fait ça veut dire ailleurs en indien. Voilà, mais c'est parce que tu ne savais pas, mais sinon tout le reste est vrai, je vous le promets. Est-ce que ta perception de la mort, Elisabeth, a changé après cette expérience? Complètement. C'est-à-dire? Complètement, c'est-à-dire que je vois quelque chose de serein. Je ne vois pas du tout ça comme quelque chose qu'il faut redouter, craindre, avoir peur. Je pense que si ce que j'ai vécu là, c'est la mort, je dis bien si parce que personne ne peut le dire, alors c'est vraiment beau. Alors bien sûr, on ne souhaite pas mourir, mais comme tu l'as très bien dit, il n'y aurait pas de vie sans mort. Et donc c'est vraiment quelque chose de beau, de serein. Et ma belle-mère qui a perdu son mari il y a plus d'une dizaine d'années m'a dit que grâce à ce livre qu'elle a dévoré en une nuit, après le spectacle, elle a aussi appris beaucoup de choses, comme Nathalie disait. Mais elle m'a dit, mais si mon mari vit ce que toi tu as vécu, ben alors je ne suis plus triste de l'avoir quitté. Et c'est très costaud. Mais c'est ça, j'ai tout à fait une autre vision de la mort. Maintenant, j'ai parfois des questionnements qui me viennent aussi, qui me tombent comme ça. J'étais dans la cathédrale de Reims en costume d'époque avec Cathy. Et je suis tombée devant une vierge à l'enfant. Et là, je me suis effondrée en larmes. Et ma question, c'était, mais pourquoi on n'a pas voulu de moi là-haut? Et je me suis dit, pourquoi tu te demandes ça? Pourquoi tu te poses cette question? Et voilà. Et donc, c'est vraiment tout ce cheminement-là de perception de qu'est-ce que la mort? Est-ce vraiment une énergie parallèle ou est-ce que
la mort, elle est peut-être là parmi nous et on la vit peut-être dans notre vie aussi. Enfin, tout ça est très abstrait, mais je pense que tous les plans ont changé. On n'a pas voulu de moi, ça veut dire qu'il y a un vouloir de la mort, ça veut dire qu'il y a un destin, qu'il y a une destinée, il y a un fatalisme, une fatalité, Elisabeth. Une incompréhension parce que j'étais tellement bien là-bas. C'est très dur pour mes proches d'entendre ça. Je crois que la mort est écrite. Mais je pense que enfin, pour plein de gens, quand j'entends dire oui, c'était pas ton heure, nanana, c'était pas. Et donc je pense que oui, on a peut-être tous dans le grand livre notre date écrite qui est là, et là, c'était pas la bonne date. Voilà. Parfois, on dit alors qu'il n'y a plus de liberté, Elisabeth, si tout est écrit. Ah, je ne pense pas que tout est écrit. Ah, je ne pense pas. Mais la date de votre départ d'ici pour un ailleurs, ça, je le pense maintenant. Parce que encore les médecins maintenant ne reviennent pas. J'ai toujours des visites tous les mois et à chaque fois ils me disent mais c'est impensable. Et c'est vrai qu'on m'avait dit on avait dit à mes proches, si il se réveille, vu que c'était il à l'époque, il serait certainement tétraplégique. Il ne saurait plus ni comment il s'appelle, ni comment s'appellent ses proches. Il changerait certainement radicalement de métier, de profession. Et en fait, non, tout de suite, j'ai reconnu mes proches. Tout de suite, bon, j'étais intubée pendant 3 semaines. En Italie, on vous laisse intuber pendant 3 semaines. En Belgique, c'est 1 semaine maximum. Après, on vous désintube et c'est trachéotomie si vous ne respirez pas. Donc on m'a désintubé en arrivant ici en avion médicalisé après les 3 semaines. J'ai respiré tout de suite. Bien sûr, la voix était rauque et encore maintenant parfois j'ai des séquelles de tout cela. Mais voilà, la respiration était là, le sourire était là, j'ai tout de suite reconnu mes proches. Et donc tout ce que les médecins avaient prédit comme un peu séquence catastrophe n'est pas arrivé, mais encore maintenant, ils n'en reviennent pas. Et d'ailleurs, petit exemple, il m'avait dit avant 6 mois, interdiction de danser. Je suis sortie de l'hôpital le 2 septembre et le 16 octobre, je dansais à Paris. Voilà, je veux dire, le kiné était hyper impressionné, hein, si je ne me trompe. Oui, le kiné était hyper impressionné. Dans la chambre. Hein. Donc, 3 semaines de coma, 20 kilos en moins, 3 semaines sans se lever. Quand j'ai pris le bain chez moi la première fois, j'ai pas su sortir de la baignoire. J'ai dû appeler ma femme au secours parce que impossible de sortir de la baignoire à cause de manque de force. Et là, quand le kiné est venu, quand je suis passée des soins intensifs en neurologie, 2 jours après, il me dit que vous allez faire 20 tours de poignet à droite, 20 tours de poignet à gauche. Je le regarde, je dis, moi, les tours de poignet, vous revenez quand, monsieur? Il me dit, je reviens dans 2 jours. Il était à peine parti, je me suis rampée, je suis sortie de mon lit, je me suis levée comme je pouvais. 2 jours après, j'avais la jambe sur la petite fenêtre de la fenêtre et je me faisais une jambe sur la barre. Quand il est arrivé de dos, j'ai cru qu'il allait faire une crise cardiaque, le pauvre. Et voilà, alors oui, j'ai une condition physique de danseuse qui fait que, j'ai une hygiène de vie qui fait que, il y a une volonté qui est effectivement là, je crois que je suis vraiment une battante, ça c'est certain, mais durant mon coma, je ne me suis pas battue. Je crois que si je suis revenue, c'est que ce n'était pas le jour, mais aussi parce qu'il y a eu tellement d'amour autour, il y a un groupe de religieuses qui priaient 3 fois par jour pour moi ici à Tournai, qui encore maintenant me contactent régulièrement. J'ai énormément eu de messages du monde entier, parce que Venise c'est un peu une plaque tournante, et donc c'était beaucoup d'amis venant de Londres, de Los Angeles, il y avait des gens de Moscou qui ont été au courant de l'accident et qui m'envoyaient des messages et des messages et des messages que je n'ai vus qu'après, parce que je ne pouvais pas avoir de téléphone avec moi forcément. Et donc j'ai eu tellement d'amour autour de moi qu'effectivement, voilà, je suis revenue. Mais je trouve que l'énergie, le courage et les bâtons, ça n'a pas été moi. C'est tous mes proches là qui ont permis ce retour. Et voilà, c'est une très belle histoire. Petite parenthèse, tu parlais, Elisabeth, que tu pouvais voilà, changer de métier, tout ça, quand tu ne savais pas comment tu allais revenir. Je me permets une petite lecture de Coraline, en plein délire. Parfois, je repense au verdict des médecins quand ils évoquaient l'hémisphère droit. Ils ne pouvaient pas se prononcer sur un éventuel changement de personnalité. Avec Jean-Pierre et Édouard, en total lâcher-prise, nous avions imaginé l'improbable. Sissi n'existe plus.
Xavier revend l'école de danse. Il se lance avec passion dans le football. Il fonde un club et s'entoure d'une équipe de supporters. Il ouvre une buvette et vend des t-shirts à la mi-temps. C'est essentiel, c'est essentiel. Et je crois que tu as la voix, justement, d'Elisabeth. Tu voudrais peut-être nous lire un extrait. Oui, donc il va y avoir une sorte de dédoublement ici, tu vois. On a l'habitude. Oui. Donc c'est le jeudi 12 août. Donc c'est le jour où Elisabeth sort du coma. Je n'ai rien vu du ciel traversé. Je n'ai aucun souvenir de ces 3 semaines où tous ceux qui m'aiment sont restés en apnée. Moi, je respirais et vivais pleinement. Ni sommeil, ni coma. Simplement la vie. Vous n'avez pas la moindre idée de mon voyage. Et moi, je suis à des années-lumière de ce que vous avez enduré. Nous étions dans le même livre, mais chacun dans un autre chapitre. C'est ici que nous nous rejoignons. Fin du calvaire. Moi, j'ouvre les yeux, simplement. Je ne sors pas du coma, je ne me réveille pas. J'ouvre les yeux. Avec dans la tête ce voyage qui semble bien plus présent, plus sensé que la réalité qui m'entoure. Moment étrange et surprenant. La seule chose qui me rend heureux, ce sont les visages souriants de ceux qui me sont chers. Mais tendez-moi. L'instant me semble pourtant insignifiant. Au fil des minutes, j'observe, j'analyse. Je suis intubée. Un drap est posé par-dessus mes bras, impossible de les bouger. Que s'est-il passé? Bien sûr, je comprends que je suis dans un hôpital. Mais en toute logique, c'est à celui d'Anvers que je devrais me trouver. L'histoire continue, non? Merci Nathalie. Elisabeth, une dernière question, mais qui nous taraude certainement tous. Est-ce que tu vois un lien de cause à effet entre ta chute, ce coma, et le changement de prénom et donc de genre? Pour aller à l'essentiel. Alors, à l'essentiel, oui et non. Oui, parce que si je n'avais pas eu cet accident, je n'aurais pas osé faire la démarche et le pas de changer de genre et de prénom tout en restant ici avec mes proches. Parce que ça fait très longtemps déjà que partout où je vais, on m'appelle madame depuis très longtemps. Toute petite que j'étais à 4 ans, j'étais toujours fille manquée, ou puis pédale, et puis tapette, et puis etc. etc., etc. Et pour tous les inconnus, j'étais une fille. De toute façon. Et donc ça, voilà, je suis les deux, je dis souvent ça en rigolant, moi je suis comme un escargot. J'ai les deux sexes en moi et je ne sais pas décider ni définir. Je ne savais juste pas comment l'androgyne allait vieillir parce qu'on ne parle jamais de cela dans la littérature. Il s'avère que mon androgyne est tourné vers le côté féminin plus que masculin. Mais c'est presque venu des autres, c'est à force de me dire madame, 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 et puis après, oui, mes goûts sont beaucoup plus féminins que masculins, mon esthétique est beaucoup plus féminin que masculin. Sans cet accident, je n'aurais pas fait le pas de changer de prénom et de genre. Mais j'aurais eu bien tort, parce que même si, voilà, j'ai bientôt 60 ans, ça aurait été vraiment dommage de passer à côté d'une vie. Et oui, encore 3 ans, Cathy, tu n'as pas 60 ans, encore 3 ans. Et donc, voilà, c'est vraiment le côté, je dirais, positif pour moi de cette aventure, très complexe pour mes proches, même si de nouveau énormément d'amour et de compréhension. Mais voilà, donc c'était là depuis tout le temps. Ce n'est pas justement donc
que s'est-il passé à mon cerveau? Je suis tombée à la renverse comme une planche parce que j'ai fait une crise d'épilepsie, je ne savais pas que j'étais épileptique, et mon cerveau a fait comme un glaçon, cloc, cloc. Et donc, c'est l'hémisphère droit qui a tout pris, donc triple hémorragie cérébrale. C'est pour ça qu'on m'a rasé, qu'on m'a ouvert le crâne, que j'aurai cette cicatrice à vie, mais je vous dis pas, c'est bien pire en dessous des cheveux. Et donc ça, je dois vivre avec, mais je n'ai absolument pas changé de personnalité, je me suis juste plus affirmée. Et voilà. C'est vrai que moi aussi, ce thème de l'androgyne, si je puis un peu philosopher maintenant, et d'ailleurs, je tiens vraiment à remercier Nathalie de m'avoir confié la rédaction d'une préface et même par la suite d'une postface où je tente, en tout cas, maladroitement, bien humblement, de développer ces thèmes de l'androgynie, justement, de l'ubiquité, de la bilocation. Mais donc, chez Platon, il y a un superbe texte. C'est dans le banquet de Platon. Et à un moment donné, tout le monde doit parler d'éros, tout le monde doit parler d'amour. Et à un moment donné, il y a Aristophane qui prend la parole et qui dit c'est bien simple. Au départ, la nature humaine était triple. C'est-à-dire qu'il y avait des hommes-hommes originels, des femmes-femmes originelles et des hommes-femmes originels. Donc, mais vraiment soudés, d'accord, une fusion extraordinaire. Puis Zeus, justement, les a châtiés. Donc c'est un châtiment divin, comme dans la Bible, comme dans l'Ancien Testament, et Zeus vient couper justement ces androgynes, ces hommes-hommes, femmes-femmes en deux. Et donc l'amour, c'est quoi? C'est partir à la recherche finalement de sa moitié perdue. Et donc si on dérive d'un homme-homme, homosexualité masculine, on part à la recherche de sa moitié masculine perdue, femme-femme, on part à la recherche de sa moitié féminine perdue, homosexualité, donc lesbianisme, et enfin hétérosexualité, si on dérive, à proprement parler, d'un homme-femme androgyne, à proprement parler, originel. Et donc on est peut-être tous en quête. Moi je dis souvent, nous sommes les Indiana Jones de la moitié perdue. Voilà, on est à la recherche de cette moitié qu'on a perdue irrémédiablement. Mais en fait, le problème, c'est que si on fusionne à nouveau, mais c'est la mort, justement. Parce que voulez-vous ajouter à la totalité pour qu'elle soit plus totale encore? D'accord? Donc, d'une part, c'est magnifique de vouloir chercher l'autre qui viendrait comme ça me compléter de façon totale, de façon plénière. Et d'un autre côté, si je le rencontre, c'est la mort, parce que c'est un état achevé. D'accord? Donc, il ne faut pas vouloir fusionner avec l'autre. Oui, juste, je rebondis parce que je pense que nous avons tous une part féminine et masculine en nous, avec des degrés et des niveaux différents, nous le savons très bien. Et il y a presque 20 ans, je crois, j'ai fait une création chorégraphique m'inspirant d'un roman de Virginia Woolf qui s'appelle Orlando. Et Orlando, à 16 ans au XVIe siècle, est fini à une quarantaine d'années de nos jours. Et en fait, sans le savoir, je suis un peu ce parcours d'Orlando en étant, garçon androgyne jeune, et puis voilà, maintenant je me sens entièrement femme, sans volonté de mutilation, sans volonté d'opération, sans volonté d'hormones ni quoi que ce soit. Je n'en ai pas besoin, je suis comme ça, je n'ai pas besoin de changer. Je ne voulais juste pas me mettre dans un tiroir. Et là, la société me pousse un peu à me mettre dans un tiroir, et mes goûts aussi vont beaucoup plus d'un côté que de l'autre. Mais nous sommes multiples, et c'est notre multitude qui fait notre richesse et notre universalité, je pense. Exactement. Merci beaucoup.